demandaient qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, quel type d'ingénieur on veut être. Et moi, je leur disais, moi, je vais être magicien. Je crée quelque chose qui fait apparaître des cartes dans un écran et que quand je les attrape, elles sortent de mes mains. Mais si, en fait, ça existe. Et du coup, tu te dis, peut-être que ma vie, c'est pareil. On me dit que c'est faux, mais en fait, c'est possible. Je suis souvent rassuré par mes rêves. Avec la magie, c'est pareil. C'est comment tu vas t'associer à des gens autour de toi, comment tu vas faire grandir le truc, comment tu vas créer le relationnel, comment tu vas mélanger toutes ces matières autour qui vont te permettre d'arriver à quelque chose de grand. J'ai suivi ce chemin. Les plus beaux shows qu'on a montés ne se sont pas faits en France. Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qui parfois sont dans mon podcast sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast, audio et vidéo. Si tu veux des histoires et des invités encore plus dingues, abonne-toi, commente et partage ce podcast. Bon visionnage et bonne écoute. Hello Moula. Salut Roger, comment ça va ? Eh ben écoute, je suis très content de t'avoir. Tu es notre seul invité aujourd'hui sur ce thème qui est le thème de la magie et pas que la magie, il y a plein d'autres choses qu'on va aborder ici. On n'a pas pour habitude de présenter nos invités. Et on va directement partir avec une question pour en savoir beaucoup plus sur toi, que je pose à tous nos invités, qui est quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout dans ton parcours d'entrepreneur d'homme. Raconte-nous tout. En fait, c'est pratique ta question parce que je vais pouvoir me présenter par cette anomalie. Alors, en fait, à la base, moi, je suis passionné de magie. J'ai commencé la magie tout petit et je me disais, tiens, je vais apprendre le cirque, les arts du spectacle, le théâtre, le mime, la danse et partir dans une direction enfant où j'allais partir à fond là-dedans. Et en fait, j'ai eu des parents qui m'ont dit, ça serait bien que tu fasses des études quand même. Et du coup, je me suis un peu remis en question le parcours que je traçais avec les études. Et je suis parti en école d'ingénieur parce que j'étais fasciné par la science. Et en fait, ça fait qu'aujourd'hui, je mélange magie et technologie et c'est génial. Forcément, quand on parle de magie, j'ai envie de te poser la question on a tous voulu, je pense, à un moment ou à un autre, voulu devenir magicien. En tout cas, moi, ça a été mon cas. J'ai voulu devenir magicien. Et puis, j'ai vite lâché l'affaire. En fait, la magie, c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu devenir magicien ? C'est quoi ta première rencontre avec la magie ? Alors, ma première rencontre avec la magie, alors moi, ça a été d'abord en vrai, le cinéma. Quand je voyais les personnages, tu vois, qui s'envolaient. Bon, alors ça va être très vintage, ce que je raconte, mais c'est... Quoique, ça revient à la mode aujourd'hui. Tous les Dragon Ball Z, tous les Superman, ces films... On a échangé, en plus, en off, sur le sujet avec Gohan. On va en parler, on va en parler. Ah ouais, avec Videl et tout. Ouais, exactement. Donc, donc la magie dans des super-héros, ça, ouais, et moi, j'y croyais. Du coup, j'ai essayé de sauter dans les escaliers en me disant, comme cette séquence dans Dragon Ball Z. on va en parler juste après, parce que celle-ci, elle est géniale. Là, ça veut dire que t'as quel âge à ce moment-là ? Là, j'ai moins de 10 ans, je dois avoir 8 ans, 7 ans peut-être, 7 ans. Tu te rappelles pas de 0 à 7 ans, mais avant ça, tu voulais déjà faire de la magie ou toi, t'avais... Ouais, en fait, moi, je voulais faire ce que je voyais dans ces films qui me fascinaient. Et en fait, c'est un âge, 7 ans, 6 ans, où en fait, t'as tes parents et tout ton entourage qui te dit que ça, ce n'est pas la réalité. Et toi, t'as quand même envie de te dire que... Peut-être que si, en fait. Ouais, en tout cas, dans les films, c'est jamais la réalité à la base dans le film, mais c'est toujours un moment où le héros, il se dit... mais si, en fait, ça existe. Et du coup, tu te dis, peut-être que ma vie, c'est pareil. On me dit que c'est faux, mais en fait, c'est possible. Et du coup, ça m'a beaucoup travaillé. Du coup, j'ai voulu essayer. Bon, c'était un epic fail à 6-7 ans quand j'ai sauté dans les escaliers. On va parler de cet epic fail. Moi, je connais l'histoire. Donc, je vais te donner l'opportunité de nous en parler. Je vais juste introduire le contexte. Dans Dragon Ball Z, il y a un moment. Si vous avez regardé Dragon Ball Z, et à l'époque, on pouvait pas regarder sur YouTube et tout ça, fallait attendre que ça passe à la télévision pour le voir. Donc, cet épisode est anthologique. À un moment, Gohan apprend à voler à sa petite copine qui s'appelle Videl. Et
tous, on a attendu cet épisode. Ouais. Fallait pas le louper. Sauf que on a tous essayé de s'envoler. Sauf que toi, t'as été au bout de l'idée d'essayer de t'envoler. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Bah, c'est vrai que en fait, il y a un moment où du coup, c'est quand, si je me souviens bien de la séquence, hein, mais c'est en gros, elle est jetée par-dessus la falaise et du coup, elle doit se concentrer pour ne pas pour ne pas mourir en fait. Et ça avait l'air, en tout cas quand j'avais 6-7 ans, d'être la seule manière de pouvoir s'envoler. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, faut que je me mette dans la même situation. Du coup, bon, j'avais pas de falaise. Heureusement. J'étais en région parisienne. Du coup, le truc le plus haut que j'avais, c'était un escalier. Et j'ai couru et j'ai sauté dans l'escalier en me disant que forcément, au dernier moment, au moment où ma tête allait toucher le sol, eh ben, j'allais être retenu à 5 centimètres du sol. Et là, ça a marché. Non, je rigole. Et là, ça n'a pas marché. Il s'est passé quoi physiquement, il s'est passé quoi pour toi? Bah, physiquement, concrètement, je me suis retrouvé avec la tête sur le sol. Et je me suis retrouvé, du coup, aller aux urgences et avoir des points de suture que j'ai sous les cheveux. C'est pour ça que j'ai beaucoup de cheveux. Du coup, on les voit plus. Et du coup, là, ici, là, j'ai une cicatrice. Là, j'en ai une autre. Ah oui, donc t'as quand même physiquement, t'as pris une. J'ai rebondi. Ouais, t'as rebondi. Tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils. Ils m'ont demandé pourquoi j'ai fait ça. Et du coup, je leur ai expliqué. Et je crois que là, ils ont dû se dire, ah ouais. Alors lui, on sait pas ce qu'il va faire plus tard. Il va faire un truc atypique. Toi, une fois que tu tentes de voler, petit partage, Ouais. j'ai tenté. J'ai pas tenté l'escalier, moi. Mais je me suis concentré, je veux fermer les yeux, parce qu'en fait, à un moment, on voit qu'elle commence à se lever. Moi, je me suis arrêté là. Donc, déjà, dans l'intention, toi, t'es vraiment allé au bout de l'intention. Ah ouais. Qui est une histoire hyper rigolote à raconter aujourd'hui. Mais qui montre aussi beaucoup de la détermination tu penses que c'était possible. Bah, c'est ça. Et en plus, moi, je suis souvent rassuré par mes rêves. Et je pense que tout le monde a déjà fait le rêve de voler. Alors, il y a différentes versions. Il y en a qui arrivent, il y en a c'est dur, il y en a ça marche pas, ça marche. Après, ils se réveillent, ils arrivent plus. Enfin, il y a toutes ces versions. Et du coup, je me suis dit, il y a un moment, quand t'es enfant, je pense aussi, tu fais moins la différence entre le rêve et la réalité. Et là, je me dis, mais ça marche dans mon rêve, ça se trouve, ça marche en vrai. Tu sais pas en plus vraiment. Moi, il y a des fois, je me dis, est-ce que je suis réveillé, est-ce que je suis pas réveillé, est-ce que c'était un rêve ou pas. Des fois, c'est trop réaliste, les rêves. Du coup, je me suis dit, bon, j'essaye. Ça se trouve, on est dans un rêve, là. Peut-être. On ne sait pas. Tu sais, alors, en termes d'IA, allez, petite, toi qui es dans la technologie, forcément, l'IA, t'as vu ce qui se passe. La question qui paraissait, franchement, j'étais le premier à rigoler. Ils se disent, on fermera ce débat là-dessus, parce que comme ça évitera toute polémique. Et ils se posent, scientifiquement parlant, la question de, potentiellement, est-ce qu'on est dans une matrice? À ce qui paraît, c'est faisable. C'est archi faisable. Avec l'IA, ils se disent que si la perception de la réalité aujourd'hui est aussi modifiable qu'on est en mesure de le faire aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve qu'on n'est pas dans quelque chose qui serait potentiellement une matrice. C'est petit postulat. C'est vrai. On partira sur un autre sujet qui nous amène sur la suite de ce saut. Qu'est-ce qui se passe après pour toi là? Parce que là, tu te dis, en fait, les pouvoirs magiques, c'est pas pour moi, en fait, j'en ai pas. Ouais. Alors, non, je me dis pas ça. Je me dis, c'était un essai loupé. Et là, je me suis passionné pour pas mal de choses qui se rapprochent de ça. Typiquement, genre de faire du roller avec des tremplins, tu sais, genre... Prendre de l'élan, quoi. Ouais, j'avais une bande de copains à l'époque et on construisait avec des palettes qu'on trouvait dans la rue des tremplins sur la place, là. Et on courait, on était là... Et on décollait et du coup je me disais waouh, c'est presque ça. Bon, je m'envolais du coup. La réception était plus agréable que dans l'escalier, mais je volais un peu. Et bon, jusqu'à aujourd'hui, j'adore aller dans les snowparks, les skateparks, les choses comme ça parce que ça me rappelle. Enfin, il y a toujours un moment quand tu t'envoles et tu réatterris. Enfin, pour ceux qui vivent le truc, c'est. Enfin, il y a toujours comme un saut en parachute. C'est quelque chose qui fait.
qui fait vraiment son effet, quoi. Cet aspect de vouloir avoir des pouvoirs magiques ou avoir des pouvoirs, c'est ça qui t'emmène à aller vers la magie de manière plus traditionnelle, on va dire. Oui, merci de recentrer, parce que là, j'étais en train de parler de Snowpark. Oui. En fait, un jour, il y a quand même un épisode quand même important, c'est que je me retrouve au spectacle de David Copperfield qui s'envole sur scène. Et là, je me dis, waouh, le gars vole vraiment sur scène. Et là, je me dis, il l'a vraiment fait. Et ça m'a vraiment marqué. Il avait joué à Paris, justement, quand j'étais assez jeune, à ce moment-là. Et mes parents m'emmènent, et je pense que quand on est parent, c'est hyper important de montrer à ses enfants et d'aller dans le sens de leurs rêves, parce que ça permet vraiment d'ouvrir un imaginaire qui est incroyable. Ils m'emmènent à Disney et ils vont voir un magicien. Ils lui disent, il est fan de magie, est-ce que vous pouvez lui faire un tour? Et là, voilà, il me fait apparaître une balle dans mes mains. Et alors là, quand j'ai vécu la magie pour la première fois, la sensation, cette émotion pour la première fois, là, ça a été un déclic. J'avais 10 ans, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Parce que ce que j'avais vécu là comme émotion, ça m'a montré que même si les films ne sont pas réels et que les pouvoirs spéciaux des super-héros dans les films ne sont pas réels, j'avais vécu pour la première fois de ma vie, dans ma main, l'émotion qui se passe dans ces films, mais en vrai. Et je me suis dit, que ce soit vrai ou faux, ce qui compte, c'est l'émotion que ça nous fait. Et c'est possible de créer cette émotion. Alors du coup, bon, après je suis passé de l'autre côté du miroir, mais c'est possible de faire vivre cette émotion aux gens, en tout cas. À 10 ans, émotion de, en fait, finalement, c'est possible, donc que ça existe, en tout cas d'une certaine manière, que ça existe d'une certaine manière. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, du coup, séquence assez amusante, j'appelle le service des renseignements. À l'époque, c'était un numéro de téléphone. Ouais, je crois que c'est le 12. Ouais, après, c'est devenu 36, 118, 218. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, c'est Google, quoi. Voilà. Comme quoi, sur un chiffre. Et je leur dis, je les appelle, ils me font, qu'est-ce que vous voulez, quel renseignement? Et je leur dis, je veux devenir magicien. Bon, ils ont d'abord pensé que c'était un canular. Ils m'ont dit, c'est un canular. Est-ce que c'est un canular, madame? Parce que j'avais pas mué, du coup, ils pensaient que c'était une dame qui faisait une blague au téléphone. Je leur ai dit, non, je veux vraiment devenir magicien. Et du coup, j'ai réussi à les convaincre de me répondre, parce que c'était pas gagné, ils pensaient vraiment que c'était une blague. Et en fait, on m'a donné toute une liste de lieux. Du coup, le musée de la magie, qui est l'Académie de la magie à Paris, il y en a une à Blois aussi. Et je me suis mis à appeler ces lieux jusqu'à réussir à apprendre les bases de la magie avec des magiciens qui sont, je pense, très âgés aujourd'hui, mais c'est vraiment les... Tu peux donner les noms? Ouais, alors il y a un gars qui s'appelle Pierre Sweeton, qui est un peu... moi, je trouve que c'est un peu une institution de la magie traditionnelle française, quoi. C'est les magiciens qui s'intéressent un peu à l'histoire de la magie doivent vraiment le connaître, mais c'est un gars qui a fait toute une liste de... Attention, oh là, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. C'était des cassettes vidéo à l'époque. C'est ça, ouais. Sur les références de tout ce qu'on peut faire en pièces, tout ce qu'on peut faire en cartes, tout ce qu'on peut faire en cordes. De la magie très classique. Mais moi, je savais depuis tout petit que c'était pas vers ça que je voulais aller. Qu'on appelle du close-up. Ouais, la partie vraiment cartes, pièces, cordes. Ouais. Mais je savais que c'est une base qui me permettait de créer ce que j'avais en tête. Comme l'ingénierie, en fait. L'ingénierie, la technologie, je me suis dit, c'est une base qui permet de créer les images magiques que j'avais en tête dans mes rêves, mais il fallait mêler les deux. Et du coup, je me suis mis pendant des années à aller apprendre des cours de toute la magie classique traditionnelle. Et j'avais la chance que mon père avait un restaurant à l'époque de pouvoir m'entraîner à faire des tours
tous les jours en allant à l'école et je passais le midi et le soir après les cours je faisais des tours et je m'entraînais avec tout le public toute la journée en permanence comme ça. Comment ça se passe l'école quand on a envie de faire de la magie et qu'on est un enfant passionné par ça? Ça se passe comment l'école? Eh ben en fait moi pendant tous les cours je me demandais comment ce que je suis en train de voir là ça pouvait être détourné pour créer de la magie. Alors, effectivement, quand tu es en train de faire t'es en cours d'SVT et que t'es en train d'étudier la biosynthèse, bon, il y a des trucs, ça marche pas, quoi. Mais, ou quand t'es en train d'étudier en géographie des mouvements de flux humains, tu te dis, ok, oui, là, bon, on parle de choses qui s'est passé il y a 50 ans. Bon, là, il n'y a pas forcément de domaine d'application. Mais par contre, quand tu te retrouves en informatique et que t'es en train d'utiliser des capteurs pour détecter des mouvements, ou que quand t'es justement sur l'intelligence artificielle, bon ça c'est plus tard, c'est quand j'étais en école d'ingénieur, mais qu'on crée des intelligences artificielles qui reconnaissaient est-ce que ça c'est une tasse ou est-ce que c'est autre chose, et essayer de bluffer une intelligence artificielle, tu dis attends là il y a un truc là, il y a un outil là, il y a un outil potentiel là-dessus, ou sur la détection d'images quand tu reconnais des mouvements de forme humaine, tu dis attends ça c'est génial, il y a un truc à faire avec ça. Du coup je passais tout mon temps à réfléchir comment je pouvais utiliser ça. Pour se faire des amis, c'est compliqué, t'as pas eu de problématique particulière? Alors mes amis, j'ai toujours eu des amis assez passionnés, vraiment dans leur domaine. Genre j'avais un ami, lui il était DJ, il était à fond dans le son, quasi autiste dans son truc, du coup on s'entendait bien. J'avais un ami, il dessinait non mais vous allez me prendre pour un taré, hein, mais j'avais un ami, il dessinait juste des tout petits patterns comme ça sur une feuille de papier. Il dessinait des petits quoi? Des petits patterns, tu vois, genre plein de petits cœurs, et du coup avec ça il faisait toute une illustration, sauf que le mec au début tu te disais ok il est vraiment chelou, mais après au bout de 3-4 mois, le mec, il avait une planche incroyable et du coup, tu vois le truc, tu fais ah ouais, d'accord, il est vraiment dans son délire. Du coup, j'avais beaucoup d'amis très spécifiques dans leur domaine, pareil dans l'informatique, des gens qui codaient des jeux vidéo, qui étaient très autistes dans ce domaine-là. Étrangement, alors j'ai eu quelques amis magiciens, mais j'ai pas forcément eu beaucoup d'amis magiciens parce que je pense que la magie sur laquelle je travaillais était vraiment très différente de ce parce que tu as des associations, des groupes de magiciens, mais j'ai toujours été un peu autour ou à l'écart il y avait une réelle différence sur ce que toi tu voulais créer déjà. Oui, ouais, c'est un milieu qui m'intéresse énormément. Je suis tout le temps le premier à courir dans des lieux où il y a des festivals de magie, des spectacles de magie. J'essaie de voir un peu tout ce qui se voit de Paris à Las Vegas, en passant en Asie et tout. Je trouve ça fascinant. Mais c'est vrai j'aime bien. En fait, je trouve que dans la vie, ce qui est intéressant, c'est quand tu prends deux choses qui n'ont rien à voir et que tu les mélanges. Et là, t'as une nouvelle couleur, une nouvelle matière. Et là, je me dis, ça faut explorer. Et plus tu peux enrichir cette matière par d'autres choses, plus la matière va être atypique. Enfin voilà. C'est quoi ton premier tour de magie réussi? Celui qui t'a... Alors, waouh! Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une question très originale parce qu'on me l'a pas souvent posée. Parce que du coup, j'ai le souvenir des tours de magie loupés. Les premiers loupés. Mais alors, les premiers réussis. Si ça peut donner un peu de temps. Moi, j'ai fait un peu de magie. J'ai fait moi, j'ai commencé avec les cartes. Ouais. Donc, moi, c'était il y a quand même une petite 10 ans que j'ai commencé. Ouais. Donc, ça fait un petit moment. Et il y avait les DVD déjà à l'époque. Ouais. Mais moi, j'avais les DVD. J'avais on téléchargeait les avec Divix. Les Divix avec le peer-to-peer, tous les trucs comme ça, Emule. J'avais Emule, on téléchargeait. Donc moi, j'ai pas eu les cassettes, mais j'ai eu parce que je me suis pas intéressé à la magie petit. Par contre, je me suis intéressé quand j'avais 20-25 ans, par là. Et en fait, j'ai commencé avec
David Stone. Ah bah oui. Forcément, les pièces, les choses. J'ai commencé avec le français, comment il s'appelait qui passait avec Patrick Sébastien là. Billis. Ouais, qui avait fait toute une série. Je les avais tous. Ah ouais, non, je les ai tous eus. Franchement, j'ai toutes les cartes. Et moi, je me rappelle, bizarrement, alors déjà, je vais pas donner les tips, mais les premières, les cartes, comment couper les cartes, mélanger les cartes, tout ça, que j'arrive encore à faire. Me pose pas la question pour l'after podcast de mélanger les cartes. Comme ça, on n'en parle plus. Non, c'est bon, c'est mort. On peut garder l'illusion. Et je me rappelle, on m'a fait un tour de magie que j'avais trouvé génial où la carte te reste entre les doigts. Ouais. Tu mélanges la carte. Ah oui, carte, tu fais clac. Exactement la carte. Et ça, c'est mon premier tour de magie où vraiment je me suis dit, moi, j'ai un tour de magie que je maîtrise, que je peux refaire et qui a un effet waouh. Parce que en fait, quand tu prends la carte et que la carte ne tombe pas, quand les gens ne tiennent pas bien la main, les gens font waouh, tu vas me faire un tour de magie de fou. Il y avait l'effet waouh. Et j'ai fait. En fait, je sais faire de la magie. En fait, je sais officiellement faire un tour de magie qui fonctionne, qui a cet effet-là. Ouais. Moi, j'ai arrêté. C'est mon petit tour à moi qui est resté. Est-ce que toi, tu as aussi cette histoire avec ton premier tour qui marche et qui dit j'y suis? Alors, moi, je sais que quelque chose qui m'a marqué, c'est justement comme j'étais au restaurant et que je m'entraînais à faire de la magie avec les gens. En fait, j'étais tout le temps pris au dépourvu. C'est que à chaque fois, tu avais toujours quelqu'un. Oh, tu peux. Ça arrivait pas plus tard qu'hier soir. D'ailleurs, j'étais en train de manger dans un restaurant. Il y a quelqu'un qui me dit oh, s'il te plaît, tu peux nous faire un tour de magie. Et j'ai souvent absolument rien sur moi. C'est du coup, je fais avec ce qu'il y a chez les gens. Et du coup, c'était de commencer. Moi, le premier souvenir, je me rappelle, c'était de commencer à faire apparaître, disparaître les objets, mais de manière enchaînée. Enfin, je sais pas si on a une pièce ou n'importe quoi ici. Je pourrais te montrer la mécanique. Je crois que j'ai pas de pièce. Au pire, dans l'after. Ouais, on fera ça dans l'after. Mais voilà, comme ça, c'est comme dans les livres, tu sais, t'as le texte et après tu fais regarder la figure 1B. Voilà, du coup là, regardez l'after. Écoutez, regardez l'after. Enfin, plutôt regarder, ça sera plus visuel. C'était de faire disparaître des choses comme ça à répétition et que ces choses se retrouvent dans des endroits impossibles, dans la poche. Le mec se lève, c'est sous sa chaise et en fait, c'est comme j'étais tout le temps au comptoir, à la table, devant le resto à faire ça. Moi, ça a été les premières réussites de faire apparaître, disparaître, téléporter des objets. Ça, c'était le premier truc qui m'a marqué. Sachant que pendant des mois, ça ne marchait pas. C'est que pendant des mois, les gens me disaient c'est caché là, c'est dans la main, c'est machin. Bon, faut pas y révéler les trucs, mais bon, là, c'est pour la discussion. Tu l'as caché dans la poche, tu l'as caché là. Et en fait, le premier moment où j'ai compris quelle est la mécanique de détournement d'attention, d'attirer le regard, et dans ça, il y a de la vraie magie. C'est bon, après, c'est un moment où je dois m'arrêter parce que sinon je vais révéler trop de secrets. Mais je trouve qu'il y a une vraie magie à vivre l'improvisation de la magie et de pas préparer, mais de pouvoir d'un coup créer de la magie. Alors, c'est un sujet hyper intéressant de parler qu'en fait, la magie, dans la magie, il y a de la technique, effectivement. Il y a beaucoup de techniques, il faut apprendre des choses, c'est de la répétition, il y a plein de gestes qui sont hyper importants qu'il faut maîtriser, mais que le sujet limite le plus important de la magie, c'est capter et distraire et emmener les gens sur d'autres sujets pour que cette magie, elle opère. C'est un des sujets dont tu parles, là, qui est de, grosso modo, techniquement, je sais faire, mais il y a une autre magie à faire, à créer, et qui celle-ci est plus relationnelle, plus dans la capacité d'attention et de détournement d'attention. En fait, je pense que souvent, moi, je vois beaucoup de... Comment dire, je vois beaucoup de magiciens, de jeunes magiciens qui voudraient réussir dans la magie. Et en fait, et je pense que ce que je dis, c'est applicable à plein d'autres types de passions. Je vois très bien où tu veux venir. Et d'art, mais en fait, ce qui fait que ça va marcher, c'est pas juste la magie. T'auras beau être le meilleur technicien de cartes et tu pourrais être le meilleur à impressionner la personne en face de toi, mais en fait, faut penser au global. C'est ok, c'est mon tour de magie, c'est ma technique, c'est comment je le joue, c'est comment je suis en interaction avec les gens. Et après, au-delà de ça, c'est ok, dans quel contexte je le mets, comment je capte l'attention de tous les gens autour, comment de ça je peux en vivre, comment je peux en créer un business, comment je vais allier d'autres choses qui vont enrichir tout ça. Et en fait,
le parallèle que je fais avec ça, c'est genre Luffy dans One Piece. C'est ce personnage qui a juste un bras qui s'allonge. C'est le pouvoir le plus nul. C'est le plus nul. Genre, tu vois le premier épisode, tu fais non mais c'est pas lui le héros. Il peut pas avoir un bras qui s'allonge. C'est un homme chewing-gum quoi. Qu'est-ce que tu fais Et aujourd'hui, ils ont fait 1500 épisodes et le mec c'est le plus puissant de la planète parce que il a réussi avec son défaut à la base a créé quelque chose qui est monstrueux. Il a créé un empire avec ça. Et je pense que avec la magie, c'est pareil. C'est comment tu vas t'associer à des gens autour de toi, comment tu vas faire grandir le truc, comment tu vas créer le relationnel, comment tu vas créer un business autour de ça, comment tu vas monter un marketing autour de ça et comment tu vas mélanger toutes ces matières autour qui vont te permettre d'arriver à quelque chose de grand. Et voilà. En fait, ce qui est le parallèle qui est cool à faire avec, par exemple, plein d'autres projets, dont l'entrepreneuriat, c'est que ton idée de base, elle va forcément évoluer. Ouais. Et que ce que tu pensais qui allait te permettre de réussir, c'est juste la première pierre pour ce que tu vas découvrir derrière sur tous les endroits où tu vas devoir t'améliorer. Et ce qui est intéressant avec la magie, c'est qu'on pense que c'est que un tour. Ouais. C'est technique, alors qu'en fait, c'est plus humain, c'est plus de la psychologie. Et toi, pour le coup, tu vas même plus loin que ça. Tu fais de la magie augmentée. Dans le parcours, à quel moment tu t'aperçois que la magie traditionnelle, les techniques, tout ça, ok, ça marche, ok, on y est, mais qu'il va falloir te spécialiser sur autre chose. Alors, moi, il y a eu, on va dire, il y a eu plusieurs phases de déclic. Déjà, tu as eu la partie où quand je me suis intéressé à la magie à fond, et tu vois, quand je dis à fond, moi je suis assez obsessionnel. C'est que quand je fais un truc, c'est vraiment à fond. C'est-à-dire que quand je me suis intéressé à la magie, j'ai passé mes nuits. Il y avait dans le restaurant de mon père, il y avait une salle derrière, une petite salle, un peu comme ici. Là, on est dans un lieu, mais il y a une petite salle cachée. Et moi, j'étais dans une salle justement, comme ici, avec des miroirs partout. Et je mettais des miroirs partout pour voir tous les angles de tout. Et je passais des heures à prendre des vieux bouquins, des antiquités, genre par exemple, j'avais un bouquin, ceux qu'on rêve, s'il y a des magiciens qui nous écoutent, genre Gauchman faire disparaître les salières. Tu t'imagines la spécificité du bouquin. Moi, je me disais, ah tiens, il y a des salières dans un resto, je vais travailler ça à fond. Du coup, je faisais des tours de 10 minutes avec des salières. Un truc que je ferais jamais aujourd'hui, quoi. Et je passais des heures à travailler là-dessus. Et en fait, à un moment, je suis rentré dans le milieu des magiciens qui faisaient des spectacles où je voyais différents types de magie traditionnelle, un peu dans tous les sens. Et je voyais ce que ça donnait. Pour moi, le gala du congrès de magie, c'était un peu le max de ce qu'on pouvait avoir dans ce milieu-là. Du coup, c'était une salle de 500 personnes avec des magiciens très spécialisés dans leur domaine qui font des merveilles. Et d'ailleurs, j'adore y aller. J'ai un très gros respect pour tout le travail, ce qu'on peut voir à la FISM. Du coup, la FISM, c'est la fédération internationale des sociétés magiques. Je crois que c'est ça. On est bien sorti. On dirait qu'on est dans un Harry Potter, mais c'est le cas. Et du coup, je me disais, ok, ce gars-là, dans ce milieu-là, c'est vraiment le max de ce qu'on arrive à avoir. Mais tu vois, à côté de ça, t'avais des mecs comme Copperfield qui ne sont pas dans ce réseau-là et qui ont monté un truc qui est beaucoup plus gros. Et du coup, je me suis dit, waouh, là, il faut rajouter une pierre à l'édifice en se disant, ok, moi, j'ai pas envie de plafonner à ce stade-là, il faut aller ailleurs. Et comme en parallèle de ça, j'étais en école d'ingénieur, je faisais des stages en entreprise, j'ai travaillé à Dassault Systèmes aux États-Unis dans un laboratoire de recherche justement entre illusion et réalité virtuelle et magie. Et c'était fascinant. Et j'avais assisté en même temps en parallèle à des événements d'entreprise où je voyais 4000 personnes sur une scène qui avait des moyens démesurés d'écran holographique, LED, tout ça, que ce soit chez Microsoft, Dassault Systèmes, Dell. Et je me disais, mais attends, mais là on a un outil qui est génial pour faire des conférences. Est-ce que on pourrait pas créer des choses magiques dans ce contexte-là? Ça permettrait déjà d'emmener la magie ailleurs. Et du coup, moi, j'ai un peu commencé par ça en me disant, tiens, je mêle ce monde-là, des technologies de l'entreprise, de l'innovation, à la magie. Et en même temps que j'étais étudiant, que je faisais mes stages, mes alternances, tout ça,
j'utilisais ce système-là pour créer de la nouveauté. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Donc ça veut dire que tu as fait tes études, tu les as faites pour devenir un meilleur magicien? Oui, exactement. Et d'ailleurs, j'ai dit ça, il y avait une conseillère d'orientation interne dans l'école d'ingénieur. Allez, petit coup de pub, ça s'appelle le SIEA. Tu peux faire autant de pubs que tu veux, t'inquiète pas. Ah bah on parlait de David Stone, il joue au Palais des Glaces en ce moment. Voilà. Ouais, je vais dire plein de pubs. Du coup, le SUA, École supérieure des systèmes automatiques, électroniques et informatiques. Voilà, la pub est faite. Quand je suis arrivé le premier jour, ils nous demandaient qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, quel type d'ingénieur on veut être. Et moi, je leur disais, bah moi, je vais être magicien. Et ils m'ont dit, mais t'es pas venu 5 ans en école d'ingénieur, enfin prépa plus école d'ingénieur, pour être magicien. Je leur disais, bah si. Et j'ai suivi ce chemin. Et quand j'étais en 3e, 4e année et qu'on faisait des trucs ultra compliqués d'analyse d'image et d'intelligence artificielle, j'allais voir les profs d'informatique, je disais, plutôt que de faire un TP qui allume une lampe quand je lève le bras, est-ce que ça te va si je crée quelque chose qui fait apparaître des cartes dans un écran et que quand je les attrape, elles sortent de mes mains? Et ils me font, bah ouais, ça me va, c'est le cours, c'est de la détection d'image, je sais pas comment tu vas faire, mais si tu fais ça, ça équivaut à allumer une lampe quand tu fais des symboles avec tes doigts, quoi. Du coup, j'ai toujours gardé cette ligne, et c'est pour ça aussi que je suis allé dans ce laboratoire assez prestigieux à Boston, parce qu'en fait, ils avaient vu quelques vidéos que les profs avaient postées sur leur blog en disant, un étudiant magicien qui fait une recherche entre magie et technologie. Et ces vidéos, comme c'est un milieu très spécifique de l'analyse d'image, c'était remonté jusqu'à des experts qui étaient entre la France et les États-Unis chez Dassault Systèmes, qui m'ont dit, tiens, ça te dirait qu'on te crée un stage à cheval entre la réalité virtuelle et la magie. À ce moment-là, t'es le seul qui mêle magie tradie entre guillemets et alors en fait technologie. Ce qui est très intéressant, c'est que je pensais être le seul et au moment justement où j'étais en stage, j'ai rencontré un magicien français qui m'a dit, est-ce que tu connais ce mec en Suisse qui mélange technologie et magie? Moi j'aime bien ne pas dire que je suis le seul, parce que faut les gens des fois ils font oui je suis le premier et tout, mais non, il y a un gars qui s'appelait que j'ai rencontré d'ailleurs sur plein d'événements après, on a bossé ensemble sur des spectacles et tout, il s'appelle Marco Tempest, et il faisait ça à l'époque avec des tu sais, les vieux écrans cubiques, et du coup il jouait avec le côté genre j'attrape des choses dans l'écran, mais genre, quand tu vois ça aujourd'hui, tu te dis, ah ouais, non, mais c'est plus possible, parce que tu voyais qu'à sa main, elle était derrière l'écran, le truc, il fait 30 cm. Il avait fait des shows comme ça à Las Vegas, mais je sais pas, dans les années 80. Et après, il a fait des séries au tout début de YouTube, avec des petits Nokia, qui avaient des tout petits écrans, il faisait des tours comme ça. Et du coup, après, on est rentré en contact. Et du coup, j'ai découvert, mais après, je pense que je suis le seul, à moins que du coup quelqu'un me donne une autre référence, à avoir été aussi loin dans le côté technologie, ingénierie, se retrouver à faire un bac+5 ultra spécialisé dans la réalité virtuelle, dans le domaine, aller travailler dans des laboratoires aux États-Unis et vraiment pousser ça, et travailler avec une équipe aujourd'hui d'ingénieurs, de graphistes très spécialisés dans leur domaine, être sous NDA avec plein d'entreprises comme Intel, Microsoft, enfin voilà, toutes ces boîtes-là de l'IT, pour emmener la magie en utilisant des outils qui vont sortir dans 5-10 ans. Là, je pense que sur cette particularité-là, je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment le seul à être... Et quand je dis le seul, c'est on est les seuls, parce que c'est toute une équipe maintenant, à être aussi avancé dans ce domaine très précis. On pourrait croire que la magie, c'est un loisir. On pourrait croire que la magie, c'est un loisir. En tout cas, ça a commencé comme une idée d'avoir des super pouvoirs. Tu t'avances en disant que c'est un super pouvoir, et que finalement, ce super pouvoir, bah, tu vas commencer à les avoir, et que en plus, le système éducatif va te permettre de choper tes super pouvoirs et t'amener à avoir tes super pouvoirs, ce qui est quand même relativement rare. Généralement, le système scolaire, ou en tout cas les études,
te sortent un peu de ton rêve. Je pense que c'est aussi cool dans ton parcours de dire que je suis premier à taper sur le système scolaire parce que moi j'ai pas du tout été brillant à l'école pour plein de raisons. J'avais pas envie, pas adapté, bref, et totalement médiocre. Toi, c'est tout l'inverse. Genre, ça t'a aussi beaucoup aidé, j'ai l'impression. Alors, je le dis, je dis la vérité. Alors, j'étais en même temps un très bon élève, mais en même temps un très mauvais élève. C'est-à-dire que par exemple, quand j'étais... je viens de faire de la pub pour l'école d'ingé, maintenant je vais dire la vérité. J'allais pas en cours en école d'ingénieur. Tu allais un petit peu un minimum, quoi. Voilà, j'y allais un minimum. Alors, il y avait des cours que je trouvais... Mais après, c'est pareil dans tout système scolaire. Ça dépend... En fait, tout dans la vie est de l'humain. Si t'as un super prof, ça va être fascinant. Et si t'as un prof qui n'est pas bien, tu vas être moins intéressé. Il se trouve que là-bas, j'avais des domaines comme l'analyse d'images, comme c'était très clair que c'était ce genre de choses que j'allais utiliser, tous les softs aujourd'hui, les Unreal, les Unity, bon après on peut parler plus technique, mais C++, les librairies OpenCV, toutes ces choses-là qui sont le cœur de l'analyse d'image, ça me fascinait. Du coup, dans ça, j'avais genre 21 sur 20, genre j'avais plus de points que le maximum. Et après, il y avait des cours, alors là, j'avais genre 4 sur 20. Lesquels, par exemple ? Ah, mais même des trucs genre, oh là là, s'il y a des gens de mon école qui m'écoutent, ils vont rigoler. Par exemple, en électromagnétisme, le truc que vraiment, genre toutes les ondes et tout, ça c'est un truc, mais je devais avoir 4 sur 20, quoi. Et heureusement que j'avais 21 en face pour arriver à la moyenne. Mais j'étais très sélectif et il y avait des modules entiers où j'étais jamais là. Parce que en plus, en parallèle de ça, je me rappelle que j'avais des shows à Las Vegas, des shows à Cuba. Du coup, je me retrouvais à partir de 3 jours, revenir la veille pour l'évaluation du lendemain. Et il y avait des matières où j'excellais, il y en avait d'autres, c'était une catastrophe, quoi. Tu faisais en même temps les shows et en même temps tes études. Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé. C'est fait, voilà, terminé. Pose-moi une autre question, Roger. Et en même temps, comme je voulais à la base faire toutes les écoles de cirque, le mouvement du corps, parce que pour moi aussi, ça c'est un super outil, c'est que quand tu fais disparaître quelque chose, c'est pas dans les mains, c'est en fonction d'où tu places ton corps, comment tu vas détourner l'attention, c'est ça qui fait que ça marche. Et du coup, je faisais du mime en cours du soir, même des choses genre danse classique, contemporain, moderne jazz, tout ce qui était lié au mouvement, je faisais ça le soir. Du coup, je faisais école d'ingé, genre 8h, 18h, moyennant intéressement des cours où certains où j'allais pas, et après le soir de 18 à 22 23 j'allais en cours du soir en école de cirque, en école de mime, en école de danse, et après et je m'amusais en plus la nuit à construire toutes les grandes illusions. C'est à l'époque j'étais en couple avec une danseuse et on crée tous les trucs classiques en magie, tu vois, genre les boîtes où tu disparais. Et j'apprenais la menuiserie pour faire ça. Du coup, j'étais vraiment fasciné par... Forcément, là, tu me tends une perche sur le côté perso, quand on est obsessionnel. Et en plus, sur un domaine technique qui doit regrouper plein de thématiques, c'est très entrepreneurial. On en parlait au tout début, forcément, tu veux devenir entrepreneur ou tu veux faire sportif, tu t'aperçois qu'il y a la nutrition, qu'il y a le mental, qu'il y a entrepreneuriat, tu t'aperçois que ton idée va falloir la vendre, va falloir faire des factures, va falloir être comptable, va falloir... Bon, c'est un chemin classique et c'est hyper cool d'avoir ton ressenti, ton expérience dans le domaine de la magie. C'est aussi une faculté d'entreprendre d'une manière différente dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en plus, d'entendre entrer à ce type de parcours, en tout cas pour moi. Quand tu arrives là-dedans, il y a un sujet qui est primordial, c'est la vie perso. Comment ça se passe au début? En fait, c'est un peu radical ce que je vais dire, mais pour moi, la vie perso passe toujours après. C'est comme ça. Mais voilà, il y a un moment, faut trancher et c'est... Au début, tu as réussi à faire les deux ?
quand t'étais étudiant, parce que là, il y a étudiant, étudiant, la magie, les spectacles. Et puis, c'est pas genre t'es un haut niveau technique d'études, même si ça reste des trucs que t'aimes bien, mais c'est pas non plus. Bah, tu vois, par exemple, dans le circuit, on va dire, grandes écoles, t'as un pattern récurrent qui est je suis dans l'école, je suis dans des assos, il y a des fêtes, il y a des week-ends d'intégration, il y a toujours des soirées dans des bars, t'as des afters, des before dans tous les sens, c'est tout le temps la teuf, quoi. Et tu bosses comme un malade sur tes cours en même temps que tu fais l'apéro. Moi, j'ai fait une soirée au début en 5 ans et après, voilà, j'allais au gala de mon école, mais parce que, en fait, je créais un spectacle dans le gala de l'école et je me disais, tiens, c'est cool, c'est une opportunité de jouer devant 3000, 4000 personnes qui venaient à la soirée. Et c'est tout. Mais après, j'allais pas au before, j'allais pas aux afters, les soirées apéro, les soirées dans les bars, tout ça, non, les soirées boîte de nuit, tout ça, j'y allais pas. Parce que t'es obligé. Et pareil, à chaque fois, dans ma vie perso, quand j'ai été en couple, j'ai toujours été en couple avec des gens avec qui on crée des choses artistiquement. Parce que sinon, ça tient pas. La personne te dit, et ça m'est arrivé, la personne te dit, mais attends, mais tu vas toujours tout faire passer en priorité, tu vas toujours passer la magie en priorité. Et je dis, bah oui, parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme une mission de vie de créer cette émotion, et ça me fascine. J'ai envie de te poser la question, ça représente quoi la magie que j'aurais aimé te poser vers la fin, mais là, je te la pose maintenant, mais ça représente quoi la magie pour toi aujourd'hui ? Tu peux préciser ? Ça représente quoi qu'est-ce que ça représente dans ta vie aujourd'hui, la magie ? Tu veux dire en temps ou tu veux dire en termes de représentation ? Pour moi, alors moi, il y a quelque chose, c'est je crois totalement en la magie de la vie. Et je crois totalement. Je vais passer peut-être pour un fou pour certains, mais tu vois, par exemple, là, j'ai des bracelets avec un lapis lazuli et un bracelet de jade. Voilà. Il y a marqué que le jade a des propriétés. Et en fait, c'est étrange, parce que tu dis, voilà, le jade, c'est une propriété qui peut calmer, augmenter ta concentration. Et moi, je suis quelqu'un de très scientifique, tu vois. Je me dis comment un petit caillou à mon poignet augmente ma concentration. Et après, je le mets et j'ai l'impression que ça marche. Et je sais pas pourquoi. Du coup, ça m'amuse d'y croire. Et je me mets vraiment à croire Pour moi, c'est de la magie. Un caillou que tu ramasses par terre, tu le mets sur ton bras, tu t'es plus concentré. Est-ce que je me suis auto-hypnotisé ? Alors là, c'est la partie scientifique qui parle. Ou est-ce que la magie marche vraiment ? Et en fait, toute cette magie de la vie, quand tu penses à quelqu'un et que cette personne t'appelle alors qu'elle est à des milliers de kilomètres et que tu n'y as pas pensé depuis 2 ans, c'est étrange quand même. Et moi, je me dis, toute cette magie, elle fait partie de la vie. Et quelque part, pour rebondir un peu sur les rêves d'enfant que la magie existe, moi, j'ai l'impression que je fais tout ça aujourd'hui parce que j'aime croire en cette magie et j'y crois. Et j'aime que les gens soient dans un monde magique. Et je pense que notre monde, aujourd'hui, il a vraiment besoin de cet enchantement, de cette magie. Je pense qu'on est autant attiré par tous ces blockbusters, les Marvel, les choses comme ça, parce que ça nous montre un monde possible de magie. Et du coup, j'ai l'impression que l'humain, il a besoin de ça. Et c'est pour ça qu'on a, selon moi, toutes ces religions, toutes ces croyances, quel que soit le pays, les gens aiment croire. Et ils aiment croire en des dieux, ils aiment croire en des divinités. Et je pense qu'on aime croire en la magie, quelle qu'elle soit. Que la magie soit Dieu, que la magie soit ce petit caillou, que la magie, tu vois, il y a des pays où quand j'y vais, les gens me demandent, par exemple, j'ai joué beaucoup en Afrique, les gens me disent, est-ce que tu peux guérir mon fils qui est malade ? Et parce que la place de la magie là-bas,
Si tu fais disparaître une pièce dans ta main, ils se disent pas que le mec, il a travaillé avec les DVD de David Stone, une manipulation de pièces et qu'il l'a répété 400 fois pour créer une illusion et que, en fait, c'est un mouvement habile et de contraction musculaire dans sa main subtilement en détournant l'attention. Là-bas, ils se disent que si tu fais ça, c'est que t'as des pouvoirs et que si t'es capable de faire disparaître une pièce, t'es capable de guérir l'enfant qui est malade. Et au début, je disais non. Au début, je disais non, je peux pas guérir quelqu'un. Et après, je me suis dit, bah, tiens, si je suis magicien, je peux penser à un processus qui va peut-être guérir son fils, en considérant que je suis totalement magicien et que c'est de la vraie magie. Et du coup, je me suis mis à envoyer un message et j'ai dit, voilà, applique. Après, je vais avoir plein de messages après cette interview, mais applique ce processus la nuit quand il se couche. Et je me suis mis à inventer un processus magique à répéter tous les soirs pendant 3 semaines. Je me suis dit, bah, voilà, je l'envoie et peut-être que c'est bien. Et le gars me rappelle après en me disant, ça a marché. Et en fait, je me dis que ce qui a marché, je pense que c'est toute la croyance de cette personne dans le fait de faire cette chose-là a fait que ça envoie des choses qui font que cette personne guérit. Comme des fourmis qui se parlent à des kilomètres alors qu'elles sont toutes petites, elles arrivent à communiquer de manière très précise. Je pense qu'en fait, les humains, on est vraiment capable de créer cette atmosphère qui fait que une personne va guérir parce qu'on y croit. Et pour moi, voilà, la magie, elle est omniprésente dans la vie et je défends le fait que la magie doit être là, quoi. En fait, t'es presque en train de décrire que l'effet placebo, c'est un peu la magie de l'humanité. Ah ouais, ah, carrément. Ah, moi, j'ai aussi un petit frère qui fait de l'hypnose et du coup, au début, tu vois, moi, j'avais comme je lisais tous les trucs de magie, j'avais plein de bouquins d'hypnose. Je les avais lus, j'ai fait, oh, ok, pourquoi pas. Bon, lui, il a pris les bouquins, il a été hypnotisé tout le monde dans son école et les gens s'endormaient en cours. Quand le prof disait un truc, il se mettait à se secouer dans la salle et ça marchait, quoi. Et là, je me suis dit, ouais, attends, mais c'est quoi ce délire? Il fait, bah oui, ça marche les bouquins que t'as à la maison. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et après, il a fait des shows d'hypnose et il a créé de l'hypnose et aujourd'hui, il a aussi sa boîte dans le digital où il mélange des choses d'hypnose des fois. Et là, je me suis dit, en fait, l'hypnose, c'est quoi? C'est tu crées un effet placebo dirigé, très dirigé, pour que ce soit, je parle de l'hypnose de spectacle notamment, pour que ce soit spectaculaire en spectacle, genre croire que tu es un chien. En fait, c'est juste que tu vas tellement y croire qu'au final, tu vas le devenir et tu vas perdre le contrôle conscient de ce que tu fais pour laisser la place à l'inconscient qui va prendre les inductions que tu lui as données et induire un comportement ou des mouvements. Et je pense que notre monde, c'est ça. Même quand tu regardes la politique, tu regardes l'actualité, c'est pas un sujet rigolo, mais les pucerons d'Élie à Paris, mais genre, t'as l'impression que... Ouais, moi, maintenant, je vais dans un théâtre aujourd'hui, j'ai l'impression que ça me gratte, tu vois. Alors que pas du tout. ça me gratte pas du tout. Mais dès que la lumière s'éteint, je suis oulala, qu'est-ce qui se passe? On arrive vraiment comme le Covid, comme toutes ces choses-là. Moi, j'ai l'impression que le Covid était partout. Je pense qu'on vit dans un monde où finalement la magie est partout, en fait. Ouais. La magie, les croyances sont partout. Toi, par rapport à la magie, parce que là, on a la chance de découvrir ton parcours. La magie, c'est un truc qui est très sérieux pour toi, au point où tu fais des passages en télévision, en radio. Tu as fait un événement, je ne parlais que de celui-ci pour le coup, mais tu as eu des prix. Tu as été lauréat du prix spécial à Laval. Virtuel. Ouais. Mandrake d'or en 2017. Ouais. T'es passé à la télé, dont tu parlais de l'Afrique juste avant, un qui a été, on en parlait ensemble en off, mais Arabs Got Talent au Liban. Ouais. Comment on arrive à faire de Moula qui habite à Paris, qui adore la magie, à Arabs Got Talent? Et ça, c'est la magie de YouTube. C'est que du coup,
Quand j'étais étudiant, bah, au final, j'avais mon asso, je faisais des spectacles, mais ma plus grosse audience, c'était de mettre un tour de magie de 2 minutes sur YouTube. Et en fait, à l'époque, ça avait, je sais pas, peut-être 40, 50 000 vues, ce qui était énorme, hein. À l'époque, 50 000 vues sur YouTube quand il n'y avait pas grand monde, c'était fou. Et, euh, et en fait, la production télé m'a appelé, m'a dit voilà, on a une audience qui va jusqu'à 156 millions de téléspectateurs live sur la finale. Est-ce que vous voulez faire l'émission? Et après, du coup, après, là, il y a mon côté entrepreneurial où je me dis, bon, ok, on le fait, mais on le fait bien, quoi. Je vais pas venir faire un tour de carte. Du coup, faut créer tout ça. Il y a des ingénieurs, tout ça. Alors, j'ai réussi à faire en sorte qu'on crée un show qui s'est fait vraiment remarquer, qui a fait peut-être 6 millions de vues sur YouTube et qui a fait des millions et des millions, beaucoup plus en live, c'est pas en live, en enregistré à la télé sur NBC. Et en fait, du jour au lendemain, je suis passé d'une boîte où j'étais tout seul avec mon collègue de bureau qui était en train de quitter, parce que j'ai travaillé un peu à Dassault Systèmes après, qui quittait Dassault Systèmes. D'ailleurs, je précise, Dassault Systèmes n'est pas Dassault, c'est vraiment la partie logiciel 3D, conception, simulation de tout ce qu'on a aujourd'hui. Genre n'importe quelle voiture, n'importe quel bus, n'importe quel mobilier Ikea est généré dans ces logiciels de 3D. Et c'est pour ça que je suis parti là-dedans, c'est parce que il y avait un logiciel qui permettait de faire des simulations incroyables. Et je me suis dit, ce logiciel, encore une fois, parallèle avec la magie, va me permettre de créer des simulations 3D qui vont m'intéresser pour le spectacle. Et du coup, dans cette entreprise, ils m'ont dit, est-ce que tu peux poster ta recherche entre magie et technologie? Et moi, je leur ai dit, ouais, mais si je la poste, c'est de mon compte en tant que magicien, c'est plus intéressant que de faire une vidéo sérieuse de bureau qui présente un logiciel. Et du coup, j'ai juste posté le tour de magie. Et c'est là que tout a commencé, qu'après, les télés m'ont dit, oh, mais attends, est-ce que tu peux faire... Et c'était un petit tour, hein, mais c'était un petit mur 2 mètres par 2, un vidéoprojecteur fait avec les moyens du bord, avec ce qu'il y avait dans le bureau. Et après, c'est parti. Je me suis retrouvé avec cette prod télé qui me dit, ouais, voilà, on a une scène de 30, 40 mètres. Je n'ai jamais joué sur une scène aussi grosse. On a ça en moyens techniques. Tu rencontres l'équipe technique, lumière, vidéo et tout. Tu te retrouves avec, je sais pas, 70 personnes en régie. Bon, pas pour longtemps, hein, ici. T'as peut-être 30, 40 minutes avec eux, mais t'as 30, 40 minutes avec une équipe monstrueuse pour créer le meilleur show possible. Et toi, après, tu codes, tu développes le logiciel pour être sûr que ça tienne. Et t'as une pression de malade parce que tu codes un logiciel qui marche une fois sur deux parce que c'est fait dans l'urgence. Parce que toi, sur YouTube, bon, tu t'en fous un peu. Si ça marche, tu refais. Si ça marche pas, tu refais ta vidéo. Mais en live, c'est soit ta carrière explose, soit tu deviens le méga gros naze de la planète qui a fait un truc technologique qui a totalement loupé et tu fais le buzz sur Internet parce que ton tour a loupé. Et il y en a eu des gens comme ça dans ces talent shows qui arrivent sa fois. Ça devient le running gag. T'es sur tous les BuzzFeed et du mec qui a le plus loupé son show, quoi. Du coup, voilà, c'était un peu qui tout double, j'ai pris le risque et ça a cartonné. Et après, on a enchaîné, demi-finale, la finale, et ça a pris de l'ampleur. Et après, ils m'ont appelé sur d'autres shows, dans d'autres émissions, dans d'autres pays similaires qui font qu'après, ça s'est propagé. Mais ouais, c'est un pari qui... Et surtout, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que j'étais le premier au monde à avoir montré ce format entre magie et technologie dans un show aussi gros. Et aujourd'hui, t'as plein de gens, tu vois, du coup, ça a évolué, les outils sont plus accessibles. Aujourd'hui, tu peux acheter un iPad, faire des choses entre iPad magie, téléphone magie. Il y a même voilà, pour ceux qui s'intéressent, il y a des applications même sur l'Apple Store qui sont accessibles. Mais à l'époque, t'avais juste rien, quoi. Du coup, c'était ouvrir un nouvel univers entre l'image et l'illusion. Et
ouais, c'était fascinant. On en voit de plus en plus hein, de la magie avec de la technologie. Toi, ça fait littéralement partie de ton ADN, j'ai l'impression, magie et technologie. Il y a un facteur innovant, il y a des secrets dans la magie, il y a des brevets. Comment tu arrives à créer tout ça et comment tu arrives à rester à un haut niveau de recherche et d'innovation? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que on va créer des choses qui sont, plutôt que de se dire on va dépenser 40 ou 50 000 euros pour déposer un brevet, on va créer des choses qui sont tellement compliquées que tout le monde va être découragé de les reproduire. Par exemple, un des numéros phares dans les numéros qu'on fait, c'est que je prends un téléphone, je le casse avec un marteau, le téléphone de quelqu'un vraiment au hasard dans la salle, je le casse avec un marteau, je le mixe dans un mixeur, et après je récupère les bouts et je le verse dans l'écran de cinéma qui est derrière moi, et là son téléphone se reconstruit, mais avec ses applis, son contenu, ses photos, ses images, dans l'écran en 3D, derrière moi avec la bonne couleur, les bonnes optiques, et là, on arrive, et c'est une discussion que j'ai avec pas mal de magiciens, on arrive à un fossé où t'as la magie et t'as le... Ah ouais, mais comment... Ok, casser le téléphone, le faire apparaître, tout ça, ok, c'est de la magie, il arrive dans une boîte, machin, même dans la poche, même dans la maison de ta grand-mère qui est au Paraguay, voilà, ça c'est de la magie, on peut l'expliquer pour un magicien. Et après, là, par contre, la partie, pourquoi le téléphone il est en 3D en 2 secondes dans l'écran, avec tout le contenu du mec, les applis du mec, qui n'est pas complice, qui est pris au hasard, et en plus les gens en parlent dans la salle, en plus tu joues à Paris, parce que moi on m'avait reproché, quand j'ai fait Incroyable Talent en France, on m'a dit, je l'avais fait à Kamel Wally ce tour, et on m'a dit, ah ouais, mais Kamel Wally, Moula, ils sont copains, ils sont complices, ils ont préparé le coup. Sauf que quand tu joues en parallèle à Paris, et que les gens peuvent venir te voir au théâtre, et que chaque soir, ils peuvent voir l'expérience, et se disent, non mais, attends, en fait, c'est vraiment ça qui se passe, quoi. C'est pas possible qu'ils prennent quelqu'un qu'il ait une personne par soir complice, et c'est comme l'hypnose. C'est, tu dis, ah Mesmer, il est complice avec toutes les stars, sauf que quand tu vas le voir dans la salle et que le gars il hypnotise 56 personnes, dont ta copine ou ton pote qui est avec toi dans la salle, il y a un moment tu dis ok, là c'est pas possible, et c'est le bouche à oreille qui fait que les gens se disent ok, ça c'est vrai. Encore une fois, je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, la question c'était est-ce que comment on fait pour protéger ça? Comment on fait pour... Il y a un caractère innovant, donc comment tu fais pour continuer à rester innovant et garder ça dans ton ADN en fait? En fait, c'est que je m'intéresse en permanence à tout ce qui va sortir, et je fais beaucoup de veille, et je reste aussi très proche de mon réseau client, de mes partenaires, dont beaucoup de gens dans la tech, ce qui fait que on a toujours cette avance-là. Et on arrive toujours à voir ce qui va sortir chez eux. Je suis aussi souvent dans la Silicon Valley, Mountain View, là où il y a toutes les... En vrai, quand même, ils sont chauds en innovation mondiale. Hein. Tu vas à Mountain View, tu vois des trucs, tu te dis, ah ouais, c'est chaud quand même. Hein. Mais même sur des trucs tout simples, tu vois, tu vas à San Francisco, il n'y a plus de chauffeurs dans les taxis, quoi. C'est les voitures, elles roulent toutes seules. À Paris, on en est très loin. On en est loin. Ouais, on est très très loin. Ouais. À Paris, j'ai jamais vu un Uber qui se balade tout seul. Alors que là-bas, voilà, tu appelles ton taxi, il n'y a pas de chauffeur. Et ils ont en permanence quelques années d'avance là-bas. Et moi, je suis assez proche de tous les gens avec qui je travaille là-bas. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais là-bas, j'ai l'impression de faire un saut dans le futur. Ouais. Et après, je reviens ici. Et c'est pareil pour la magie. Je vais rencontrer des magiciens là-bas. Ils ont des outils où tu te dis, mais attends, mais en France, on a la préhistoire. Ouais, c'est ça. On a un décalage. Alors que ce qui est étrange et en même temps fascinant, c'est que les ingénieurs que tu rencontres là-bas, qui sont incroyables, sont souvent français. Et bon. La fuite des talents, c'est un énorme sujet. Hein. Ouais. Des talents en France qui sont dus par des fiscales ou par le monde des idées ou l'acceptation de certaines idées, c'est un sujet qui est... Ah mais c'est... Moi, il y a quelque chose... tu vois, c'est assez incroyable, mais c'est les plus beaux shows qu'on a montés. Après, je mets vraiment un pied dans le plat, mais
ne se sont pas faits en France. Parce que il y a des projets où quand tu les montes dans les Émirats, on a travaillé sur des choses. Et voilà, moi je le dis, hein, on a travaillé beaucoup en Saoudi. Alors là, ça commence à changer, mais c'est vrai, on peut pas le nier. Voilà, on a une vision de la Saoudi qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Je parle vraiment d'un point de vue en France. Après, moi, si je regarde d'un point de vue ce que le pays investit dans ces événements, et il me semble pas me tromper, mais je crois qu'ils vont faire une exposition universelle. Là. Je sais pas si ça a été validé. J'ai pas l'info, mais en tout cas, c'est en projet. Ouais, voilà. Ouais. Je sais pas si ça a été validé ou c'est en projet. C'est dans 8 ans, je crois. Mais quand tu vois les moyens qui sont mis là-bas pour du spectacle, mais c'est démesuré, quoi. On a eu la chance de travailler avec des moyens techniques, mais qui sont démentiels. Genre des miroirs de 50 mètres de long qui sont vidéo dans une qualité incroyable, qui est en même temps miroir, en même temps vidéo, avec tout un show de création laser qu'on a créé avec plein de danseurs. C'était pour l'exposition universelle de Dubaï. Et du coup, c'était le pavillon saoudien qui était franchement le plus beau des pavillons de l'expo. Et c'est-à-dire qu'ils ont réussi à réunir des artistes incroyables, non seulement pour la partie spectacle, mais aussi pour l'intérieur du pavillon. Et j'ai pris une claque visuelle en termes d'art numérique que j'ai jamais vu ailleurs, quoi. On rentrait dans un kaléidoscope géant. Mais quand je te dis on rentrait dans un kaléidoscope, quand tu regardes dans le petit trou et tu fais waouh, c'était démesuré. C'est-à-dire que tu rentrais dans un immeuble et que l'illusion était tellement bien faite que tu ne comprenais pas comment l'immeuble, tu pouvais te balader aussi longtemps alors que l'immeuble était ultra fin. Et c'était un jeu de miroir, de projection, d'illusion d'optique, de fractal. Tout réagissait au mouvement de tes pas sur le sol. Tu touchais les murs, ça bougeait. Et ça, c'était pour la partie rentrer dans le bâtiment. Et après, tu avais la partie spectacle. Et c'est vrai qu'ils ont permis à beaucoup d'artistes de designer quelque chose qui permettait d'aller au bout d'une idée que je conçois même pas comment on peut créer quelque chose d'aussi gros ici à Paris. C'est que ici à Paris, si on voulait faire ça, je pense qu'on aurait même des plaintes en se disant mais pourquoi l'argent est utilisé pour faire ça? Et en France, il y a quelque chose qui est très beau, c'est que on arrive avec peu à faire quelque chose qui est émotionnellement incroyable. Et dans ces pays-là, on va te donner beaucoup, et si tu utilises bien, tu vas faire quelque chose de monumentalement incroyable. Seulement, c'est vrai qu'aussi, souvent, ils ont énormément, ils font quelque chose qui est vraiment pas top. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'en France, on est autant appelé à l'étranger, c'est parce que je pense qu'en France, on a la grandeur, les objectifs de la grandeur, ils sont pas aussi valorisés qu'aux États-Unis ou. Tu vois, par exemple, la magie, le problème qu'il y a à Las Vegas, je considère que, bon, à part quelques exceptions, mais de manière générale, les shows de magie là-bas sont assez médiocres avec des très gros moyens. Et même des magiciens dont je suis hyper fan de leur travail. Je passe une soirée avec eux et avec un paquet de cartes, j'en prends plein la vue, j'en dors pas pendant des jours. Mais leur show là-bas, c'est comme si on leur avait dit tiens, bah, tu vas jouer tous les jours. Maintenant, ça devient une production et on doit rentabiliser le show, on va faire le marketing et ça va cartonner, machin et tout ça. Et on va te mettre tous les moyens qu'il te faut. Mais du coup, leur art, ce qu'ils savaient faire est comme écrasé par toute cette technique et tout ce système. Et ça fait que c'est une sensation un peu fade du spectacle. Et souvent, pas toujours, mais
en France, pas plus tard qu'hier, je suis allé au Théâtre de la Ville voir un truc sublime. C'était pas de la magie, mais Arkham, si je me trompe pas. J'espère pas avoir écorché son nom. Mais avec des choses très simples. J'ai pris une claque, une claque visuelle, quoi. C'est un solo sur un plateau de danse visuelle projection. J'espère pas m'être égaré dans la question. En fait, on voit que ça te prend aux tripes, hein, le fait d'en parler, autant de la technologie et que le fait d'y aller. Est-ce que tu aurais imaginé avoir la vie que tu as aujourd'hui ? Parce que là, t'es Paris, mais on a cité, t'as parlé des États-Unis, l'Arabie Saoudite, il y a eu plein de choses. T'es passé à la télé aussi, BFM TV, TV Monde, bon bref, passé au quotidien, Diane Barthès aussi également. Donc en fait, tu n'es pas, entre guillemets, tu n'es pas n'importe qui, et on peut aujourd'hui aussi voir ton aspect technique en termes d'études, de recherche, d'innovation. On pourrait croire que la magie, c'est simple, c'est simple. C'est détournement d'attention, une technique terminée. Toi, c'est de l'innovation, c'est aussi une reconnaissance. Est-ce que l'enfant qui a sauté dans les escaliers, il a imaginé finalement il aurait cette vie-là ? Bah, moi, je sais que j'avais quelque chose enfant où à chaque fois, je me disais, j'aimerais bien faire un bond dans le futur pour voir qu'est-ce que je vais faire dans le futur. Et encore référence à Dragon Ball Z avec Trunk qui va dans le futur et qui va se rencontrer lui-même. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est ça qui se passe à un moment de l'histoire. Du futur, il vient dans le passé pour prévenir qu'il y a celle qui arrive et que ça va être compliqué. Et qui dit que le futur est chaotique. Et moi, je me dis, ça serait cool de pouvoir faire ça. Alors, moi, je sais que je voulais toujours devenir un grand magicien. Moi, c'était vraiment un truc où je me disais, ça me fait rêver. Et j'estime que aujourd'hui, je suis pas à 10% de ce que je veux faire. C'est vraiment, et c'est dur parce que c'est une frustration permanente. C'est-à-dire que là, on travaille sur le prochain spectacle qui va jouer fin février. Et actuellement, quand je parle ici, je suis terrorisé il faut qu'on soit là et on a très peu de temps pour y arriver. Et je sais que quand on sera en février, je sais que je serai, même si c'est très bien et que les gens sont très contents et que ça marche, je sais que je serai pas là où à ce moment présent je voudrais être. C'est comme si qu'en permanence je me dis éternellement insatisfait. Ouais, parce que ça va trop vite, un cerveau humain, et quand tu fais les choses, là, on lance un spectacle la semaine prochaine qui va jouer pendant longtemps, pendant des années, qui est le spectacle du Petit Prince. Du coup, c'est vraiment le spectacle Le Petit Prince, et on met de la magie, de la technologie dans toute cette écriture. Et là, actuellement, quand je parle, je sais à quoi va ressembler la première. Je pense très sincèrement que les gens vont aimer le spectacle, et aussi c'est un travail global avec plein de gens qui ont énormément de talent, et c'est pour ça que ça va être bien. Mais je sais qu'aujourd'hui, là où je voudrais que soit ce spectacle, on peut pas y arriver pour la première du spectacle qui est dans une dizaine de jours. Et je sais qu'on va l'améliorer, que dans un an on sera mieux, et que ça va être un long processus. Mais ce qu'on veut, et heureusement, en fait, c'est qu'on a toujours un but dans le futur. Sinon. Et qu'on améliore au fur et à mesure. Ouais. En fait, c'est triste la vie, sinon. Bah, c'est surtout que c'est chiant si c'est fait et qu'après on n'a plus rien à faire. C'est réalisé. On arrive sur la fin. Moula. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder sur ces minutes qui nous restent? Ouais, écoute. Il y a l'after podcast juste après. Ouais. Pour être très sincère avec toi, alors que je disais juste avant que je suis très insatisfait de l'état actuel des choses à chaque fois, je trouve que, par contre, pour cette interview, on est vraiment arrivé à quelque chose qui est vraiment bien. Je prends le compliment. C'est un compliment déguisé, je prends ce compliment. Bah, moi, si je dois donner une sorte d'impression, c'est que on peut avoir un jugement un peu hâtif sur la magie. Je pense que c'est
ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que il y a rien laissé au hasard. Il y a que de l'éternelle continuité de s'améliorer, d'aller au bout de son objectif, d'utiliser le système éducatif à bon escient pour réussir à tes fins sur quelque chose que potentiellement tu n'avais même pas imaginé possible pour faire de l'innovation. En fait, finalement, si on met ton parcours dans un contexte différent, tu mets innovation, tu mets start-up, tu mets dev, tu mets IA, tu mets un truc. C'est les sujets actuels et en fait toi c'est tes sujets c'est de la magie derrière et c'est pour créer de la magie et du divertissement et créer un peu réaliser ton ton rêve d'avoir des super pouvoirs. Je pense qu'à aucun moment on s'imagine qu'il y a tout ça et de travail et derrière ton parcours. Et je pense que tous les entrepreneurs, toute personne qui entreprend de manière globale, quand ils vont entendre ça, ils vont se dire en fait la magie et tout ce que ça crée. On n'a même pas parlé forcément du business. Ton business, on va peut-être parler pendant l'after podcast pour le coup. Mais que ça rejoint beaucoup de parcours de gens qui cherchent à réussir. En fait, je pense que pour conclure avec poser la question comme ça te permet de conclure là-dessus. Ah oui, pose-moi une question, j'aime bien les questions. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange? Petit 1, je pense que c'est important de trouver sa passion. Qu'est-ce qui nous fait vibrer. Je veux pas faire un long discours métaphysique, je veux pas faire le gourou, tout ça, mais c'est pour répondre. Je parle pour moi, voilà. Je parle pour moi. Je pense que c'est important. Et ceux qui veulent m'écouter, ils peuvent écouter ce que je dis, mais là, je parle pour moi. Et pour les gens qui veulent écouter. Je pense que c'est important de trouver sa passion et de savoir vraiment qu'est-ce qu'au plus profond de nous-mêmes nous rend heureux. Et après, si on veut que cette passion devienne quelque chose qui peut remplir notre vie, il y a un truc à prendre conscience, et là c'est un passage à passer, c'est de se dire si je veux que ça devienne mon business, ce qui me permet de vivre, ce qui permet de faire vivre d'autres gens autour de moi, la passion va avoir une forme différente parce que ça va devenir un vrai boulot. Et que du coup, la passion de base, moi, la magie, à partir du moment où c'est devenu à cette échelle-là, et d'ailleurs, je pense que c'est une échelle intermédiaire pour devenir plus gros, ça devient une entreprise, en fait. Ça devient une entreprise et avec tout ce que ça engage derrière. Toute la comptabilité, les finances, le travail de recrutement, le travail humain, et du coup, au final, la magie qu'il y avait à la base au début, qui remplissait 100% de ma vie, moyennant l'école, remplit aujourd'hui peut-être 10% de ma vie. C'est ça, sur 10 jours, je pense que je fais un jour de magie. Je dois faire 3 jours de magie dans le mois et donc 30 jours de magie dans l'année. C'est mis comme ça. Et au final, alors que je pense que de l'extérieur, les gens, ils doivent se dire « Ah, c'est un magicien, il fait de la magie tout le temps. » Et en fait, le temps de magie, il est très court par rapport au temps entrepreneurial, le temps humain, de gestion, le temps à gérer la finance qu'il y a autour pour que tout ce système marche. Et je pense que c'est important d'avoir bien en tête que pour faire grossir un projet comme ça, il faut vraiment avoir une vue générale et assez cartésienne sur le monde dans lequel on vit, les outils dont on dispose et comment les utiliser pour faire grossir la chose qu'on aime. C'est une fin. En tout cas, on restera sur ces mots pour terminer cette première partie du podcast. Je te remercie infiniment, Moula, pour cette première partie. Et forcément, je te dis à très, très vite. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.